Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir avec des experts de haut volt. 23 avril 2022, plus de 2 mois déjà que le 8e sommet du G5 Sahel peine à se tenir. Ce 8e sommet permettra au colonel Assimi Goïta de prendre la tête du G5 Sahel selon la règle de la présidence tournante. Selon de nombreux observateurs, ce 8e sommet s'est transformé en opération impossible pour certains tabloïds. L'impasse à la présidence du G5 Sahel est devenue totale. Qu'est-ce qui coince? Est-ce les relations tendues entre le Mali et l'Occident? Cela percèle-t-il à travers les sanctions? La France a-t-elle sommé le général Mahama Idriss Déby de ne pas passer la main? Un autre sujet, mesdames, messieurs, à l'ordre du jour ce soir, c'est bien sûr le Mali avec cet incident qui est survenu à Gossi, dans le nord du Mali précisément. Il s'agit là, la France accuse les mercenaires russes d'être responsables de cette situation. De l'autre côté, l'armée malienne qui dénonce farouchement cette situation, mettant en avant encore une campagne de sabotage. Et bien sûr, on se pose véritablement la question, comment comprendre cette manipulation de la part des médias mensonges? Les règles d'éthique et de déontologie qui gouvernent la profession de journalisme ont-elles foutu le camp? Pourquoi toujours la Russie? Pourquoi toujours le Mali? À quand la fin du film? Pour en parler, Bertrand Tatinda, bonsoir. Bonsoir, Madame Capen. Je suis très content d'avoir été invité aujourd'hui encore une nouvelle fois pour débattre de ces deux problématiques ô combien importantes pour notre continent. Disons bonsoir à vous très nombreux téléspectateurs qui se sont donné la peine de nous écouter. Bonsoir à mes copanélistes que vous allez présenter. Je crois que les échanges seront très intéressants pour comprendre cette problématique du G5 Sahel, éventuellement ce crime contre l'humanité qui semble avoir été commis en présence des forces françaises. Vous voyez donc que nous sommes tous très intéressés par des enquêtes dites internationales. Nous ne comprenons pas pourquoi le procureur de la CPI, ce bavard, ce braillard, cet agité, a tout fait d'aller en Ukraine et ne pas arriver au Mali. Personne ne va échapper. Nous avons la liste de tous les militaires et les officiers français qui sont passés sur cette base. Ils n'iront pas se cacher quelque part dans le Gers, dans l'Allier ou dans le Tarn. Eh bien, chacun répondra le moment venu. Il y a une enquête, les autorités maliennes ont commis une enquête, eh bien, elle est en train de se faire. Nous n'en dirons pas plus. Merci de m'avoir invité. Martin Ombanzi, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Très heureux d'être là. Je pense que le sujet est suffisamment important et grave pour que l'on puisse apporter notre part de lumière par rapport à la situation qui se passe aujourd'hui. Mais il faut déjà dire que l'Afrique continue à être le théâtre de beaucoup de jeux, parce que moi j'appelle ça des jeux. En fait, nous continuons à tenir le tam-tam, mais d'autres continuent à venir le jouer. Bon, malheureusement, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui d'être suffisamment responsables pour prendre le taureau par les cornes? C'est toute la question, hein, toute la question est là. Donc, j'espère que tout au long de cette émission, nous allons essayer d'apporter des idées qui permettront aux uns et aux autres de mesurer la gravité de la situation. Je dis bonjour à mes copanélistes et à tous ceux qui nous regardent. Merci d'être là ce soir, Monsieur Ombazi Martin. Vous êtes économiste, banquier. On rappelle que Monsieur Bertrand Tatinda, analyste politique. Un autre habitué de ce plateau, Monsieur Yantiba, bonsoir. Heureuse de vous retrouver. Bonsoir, Madame Capin. Honneur partagé. C'est un plaisir. Oui, partagé. Vous êtes analyste politique. Oui. Exact. En multiplex, nous avons Luc Michel qui est géopoliticien. Bonsoir. Bonsoir, heureux de vous retrouver. Nous assistons à une curieuse époque. Quand on voit la propagande sur l'Ukraine et maintenant sur le Mali, on a plus l'impression qu'on est dans le roman de George Orwell 1984. On a tout inversé. Des gens qui défendent le nazisme
prétendent qu'ils sont des résistants. Et aujourd'hui, je regardais justement BFM sur notre sujet. Ils prétendent que ce sont évidemment les Maliens qui ont commis des crimes et qui sont en train de camoufler les crimes de l'armée française avec les leurs. Nous sommes dans une curieuse époque et c'est véritablement très triste pour la vérité et pour toutes ces choses auxquelles nous croyons. Répondu présent dans le cadre de ce programme Mérite panafricain des Premières Dames, dans le cadre justement de la thématique qui concerne le Mali avec l'incident de Gossi. Nous allons recevoir Daria Platanova qui est observatrice politique. Alors, Dominique Yantimba, jusqu'à ce jour, pas de 8e sommet du G5 Sahel. Selon certains observateurs, ce 8e sommet s'est transformé en opération impossible. Et à la lecture de certains titres de tabloïds français et occidentaux, il s'agit là, l'impasse à la présidence du G5 Sahel est devenue totale. Et on précise que ce sommet, ce 8e sommet très attendu, permettra au colonel Assimi Goïta de prendre la tête de la présidence du G5 Sahel. Quelle est votre lecture? D'ailleurs, plus on verra les choses simplement, mieux ce sera pour tout le monde. Il est évident que le G5 Sahel est un outil, c'est l'un des instruments de contrôle dont dispose la France. En Afrique, on vous dira toujours que oui, ça a été créé par des États africains du Sahel, le Tchad, le Mali, jusqu'à la Mauritanie, etc., le Burkina, le Niger, mais que cette initiative est soutenue par l'ONU et par la France. Non. C'est une initiative inspirée et entretenue par la France parce qu'elle avait besoin particulièrement d'avoir une vue précise sur 2 ou 3 choses. La première, c'est les migrants. Le G5 Sahel est censé lutter contre le trafic des migrants, mais ce n'est pas ça l'objectif de la France, elle s'en fout royalement. Elle a passé des siècles à vendre des Africains, pourquoi elle s'arrêterait? Donc elle peut continuer allègrement, ce n'est pas ça son objectif. L'objectif de la France était de s'assurer qu'elle contrôle l'afflux des subsahariens vers l'Europe, en se donnant une sorte de nouvelle ligne Maginot, dès qu'elle a pu casser la première qu'elle ne contrôlait pas et qui était la Libye. Vous savez que la Libye, pendant longtemps, a permis de recevoir les migrants et en quelque sorte de réguler l'immigration des Africains et l'Europe. Et la Libye n'existant plus, eh bien, le Sahara est devenu un désert. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que l'Europe dispose d'une vision en profondeur, d'un avant-poste qui lui permettrait de filtrer toutes les informations relatives à l'immigration des subsahariens particulièrement, pas seulement pour en connaître le nombre, etc., mais pour savoir également quelle était l'origine de la plupart d'entre eux. Ils viennent d'où? Pour savoir quelles étaient leurs compétences, pour quelles raisons ils se déplaçaient. Et ces informations, la France les avait non pas aux frontières de l'Europe, mais dans le Sahel, c'est-à-dire à pratiquement 4-5 000 km avant qu'eux-mêmes n'arrivent aux frontières de l'Europe. C'est un atout stratégique extrêmement important. Le deuxième élément qui est très utile et qui aidait beaucoup dans le dispositif, pour le dispositif Barkhane, déjà Serval et non Barkhane, parce que Serval était bien avant, dans le dispositif Barkhane et puis Takuba, c'est qu'il y avait des informations très importantes, très intéressantes sur les armes, la circulation des armes. Oh oui, c'était pour le trafic, lutter contre le trafic des armes, c'est faux, ça ne les intéresse pas du tout. S'ils voulaient lutter contre le trafic des armes, ben, ils n'avaient qu'à ne pas casser la Libye et à laisser les armureries ouvertes et à la disposition de tout le monde et faciliter l'accès à certaines personnes à ces râteliers. Ils avaient plutôt besoin de s'assurer de quel type d'armes disposent les armées du Sahel. Comment elles s'approvisionnaient et à quelle fréquence, les quantités et le niveau de maîtrise et, disons, de maîtrise dans la qualité de l'utilisation de ces armes-là. Et dont les informations qui circulaient leur permettaient en réalité d'anticiper tous les dispositifs
que les États sahéliens pouvaient mettre en place pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Puisque de toutes les façons, c'est l'Europe qui a installé le chaos. Il n'était pas comme tel dans le Sahara. Le Sahara et le Sahel ont toujours été des zones extrêmement importantes, des routes commerciales très importantes, qui ont d'ailleurs généralement eu des volumes beaucoup plus importants que les routes de la soie, par exemple, de la Chine. Et donc, c'était des routes qui étaient toujours sécurisées par les royaumes africains. Et le chaos qui s'est installé permettait donc à l'Europe, via ce contrôle des armes qui circulent, mais pas celles qui viennent de Libye, parce que celles qui viennent de Libye ne les intéressaient pas. Ils savaient de quoi il s'agissait, etc. C'était plutôt pour savoir les armées utilisent quoi. Et dans le lien avec Interpol, il fallait donc à ce moment accéder à certains types d'informations stratégiques et sensibles qui lui permettaient de garder sa maîtrise de l'Afrique occidentale et une partie de l'Afrique centrale. Alors, vous savez que c'est très important pour la France parce que c'est ça qu'elle vend à l'ONU, c'est ça qu'elle vend à l'OTAN, c'est ça qu'elle vend à l'Occident, l'OCDE, l'OSCE, pour garder sa place au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre permanent et disposé d'un droit de vote, via ce genre de choses, et puis le franc CFA, etc. Mais c'est également grâce à cela qu'elle va être l'une des propositions les plus importantes dans le cadre du dispositif Frontex en Europe. Donc en réalité, quand vous avez tout cela mis bout à bout, et que vous y ajoutez donc ce qui s'est produit au Mali, l'arrivée d'Assimi Goïta au pouvoir, tout ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé là, eh bien, vous allez vous rendre compte que en réalité, il n'y a aucun intérêt pour la France et pour l'Europe, parce qu'il ne s'agit même pas seulement de la France là maintenant, il y a l'Europe derrière avec Takuba qui y était, ils n'ont aucun intérêt à ce que ce monsieur que vous voyez à l'écran prenne la tête du Sahel, puisqu'il va en faire autre chose. Il va réellement faire du G5 Sahel un outil de ralliement du Sahel. Sauf qu'il faut tout faire pour que le Sahel ne soit pas uni, pour que le Sahel ne parle pas d'une même voix et pour que le Sahel serve des intérêts qui ne sont pas ceux de la population sahélienne. Et par conséquent, est-ce que Mahamat Idriss Déby a été sommé? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, les faits sont là. Ils sont têtus, c'est qu'il n'y a aucun sommet, il n'y a pas de passation de présidence du G5 Sahel. Donc je crois effectivement, Madame Capen, que ce qui se passe dans cette zone en ce moment, c'est que il n'y aura peut-être pas de sommet de sitôt, à moins qu'Assimi Goïta et le système, parce qu'après, le Mali, c'est pas Assimi Goïta, c'est très européen cette façon de croire que un pays, c'est un visage. Non, c'est pas un visage, c'est un système, c'est une structure, c'est quelque chose qui se met en place. Et c'est dommage de croire que si Assimi Goïta n'est plus là aujourd'hui, alors le Mali redeviendra le Mali de 2012 ou 2013 qui leur a vendu, grâce auquel ils ont prolongé leur colonisation sur le Mali. Non, je ne crois pas. Et donc, c'est difficile que ce sommet-là revienne, et je pense que Assimi Goïta, en tout cas, n'en a pas besoin. Il n'y a qu'à voir comment il se comporte. Alors, vous faites bien d'évoquer la France. Emmanuel Macron a assisté au 7e sommet, justement, du G5 Sahel par visioconférence. Il a souligné que l'enjeu de N'Djamena est, je cite, de passer à une nouvelle étape, d'aller plus loin et plus fort sur la mobilisation collective en matière de lutte contre le terrorisme et de consolidation de notre structuration militaire, mais également d'avoir sur le plan politique et civil le même sursaut. Fin de citation. Est-ce une diversion, Bertrand Tatinda? Déjà, laissez-moi saluer la brillante analyse de mon frère, Monsieur Timba. Il a posé les choses comme il faut. Il a expliqué. Je veux juste ajouter quelques petits trucs et faire quelques remarques sur la brillante analyse qu'il a faite. Je ne commente pas les commentaires de M. Macron. C'est qui M. Macron? Il ne vaut rien, c'est un charabia. Vous croyez que parce que vous alignez des phrases, vous vous tenez, vous avez dit quoi? Il faut un accord pour que vraiment notre situation... C'est un charabia, ça ne vaut rien du tout. Il a l'argent à mettre. Le G5 Sahel veut l'argent. Et on a fait une étude de faisabilité de cette histoire-là, c'est 500 millions d'euros. Donc au lieu de nous raconter ce charabia, M. Macron devait dire, voilà 500 millions d'euros sur la table. Il n'a pas 5 francs. Il faut les hommes.
je vous donne les superficies du G5 Sahel. Nous, on avait crié ici que ça vaut rien. Déjà, il faut savoir ce que c'est. C'est une alliance militaire ou c'est une entité politique? Parce que c'est pas la même chose. Ils luttent contre les terroristes ou ils luttent contre le terrorisme, ou ils luttent contre l'islamisme, ou ils luttent contre l'islam, ou la France est là, notamment pour trouver des Africains pour assurer la sécurité d'Areva et des multinationales françaises. Il faut définir ce que c'est que le G5 Sahel. Nous, on avait crié ici, que vaut le G5 Sahel? Comment vous allez lutter contre le terrorisme dans le Sahel? Vous n'intégrez pas un pays comme l'Algérie. Des 5 pays, le Niger, le Mali, le Burkina, la Mauritanie, le Tchad, ce sont des pays amis. Ce sont des pays qui font ce qu'ils peuvent. Qui a la puissance militaire d'Algérie? En plus, l'Algérie a de l'expérience. L'Algérie a gagné une guerre de libération. Donc, en matière de nationalisme, d'aller à la guerre, personne ne donne des leçons à l'Algérie. Deuxième des choses, l'Algérie a gagné 2 guerres dures contre le djihadisme. 40 milliards de dollars de dégâts. Pratiquement, on parle de 50 000 morts. L'Algérie. Les généraux algériens. Le peuple algérien. Donc, en matière de robustesse, dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, excusez-moi, on se réfère quand même à Alger. Et tous ces petits voyous que Paris dit combattre, la moitié sont les anciens vétérans de la guerre d'Algérie. Parce que M. Bouteflika, avant de passer ce qu'on va appeler la loi de concorde civile, en référendum, il va dire une fois que cette loi passe, ceux qui ne sont pas tenus de la respecter sur le territoire algérien partent. Certains djihadistes sont partis. Nous n'allons rien faire contre vous, à une condition, ne pas s'attaquer aux intérêts vitaux d'Alger. Donc il y a eu comme un great man agreement avec ces terroristes. Donc nous avons dit ici, je vous donne les superficies des États du G5 Sahel. Le Mali, c'est 1 241 000 km². Le Niger, c'est 1 030 000 km². La Mauritanie, c'est 1 267 000 km². Le Tchad, c'est 1 284 000 km². Le Burkina Faso, c'est 274 000 km², le plus petit. Rien que si vous prenez les 4 pays, ça veut dire Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, vous êtes pratiquement à 4 700 000 km². C'est 2000 légionnaires français. C'est une armée de 700 000 hommes. 800 000 hommes. C'est 3 milliards de dollars en matériel. Mais en Ukraine, vous savez à combien sont déjà les États-Unis en termes d'aide militaire sur le clown de Zelensky? 4 milliards 800 000 dollars. L'Union européenne vient de faire une collecte via la Grande-Bretagne. 10 milliards 400 000 euros pour le Fingon Tralala version Ukraine. Un clown qu'on va ramasser sur des plateaux de cirque. On en fera un chef d'État. Puis par les services secrets américains. Ils en sont à les 10 milliards d'euros collectés en Europe, les 4 milliards de dollars, 14 milliards. Où est l'argent du G5 Sahel? Il lutte contre le terrorisme. Et on avait dit aux États africains que, mais, asseyez-vous. C'est-à-dire que Nigériens, Maliens, Burkinabés, Mauritaniens, asseyez-vous, mettez sur pied une alliance militaire, allez sur les marchés, levez de l'argent. Mon frère Timba va expliquer ici comment on lève l'argent sur les marchés. Ils ont des atouts, ils ont des valeurs, ils ont des ressources. Allez lever l'argent sur les marchés. Rapprochez-vous même de l'alliance militaire, de la CEAC ici, qui avait été inspirée par le patriarche président Paul Biya. Et on voit comment ensemble, on peut avoir une coopération militaire. Ici, nous, on a commencé avec 50 milliards de francs CFA. 50 milliards de francs CFA. Le président a inspiré la réunion. Et bien, le Nigeria a dit, je suis d'accord. Le Tchad a dit, je suis d'accord. Le chef de l'État a dit, on n'a pas d'argent. Et bien, que les États font ce qu'ils peuvent faire. 50 milliards étaient sur la table. La semaine suivante, on avait l'état-major. La semaine suivante, on avait mis la logistique en Djamena. Les troupes étaient sur le terrain et on allait au taquet. Boko Haram aujourd'hui est réduit à voler les marmites de 1000 et de Kelen, madame. On a soigné Boko Haram, nos armées. Et madame Roblochon qui était ici,
jouer la starlette en nous expliquant que ouais, j'irai au conseil de sécurité et je verrai dans quelle mesure on va lever les fonds. Et tout, on lui a dit on n'a pas besoin. Mais on avait demandé à nos amis de la CEDEAO de s'inspirer pareil. Feu Maréchal Déby, qu'est-ce qu'il dira à Paris? Qu'on nous traîne partout, on nous trimballe, ils vont à Bruxelles, ils vont à Paris, on va lancer des collectes, blablabla, on va les trimballer. Résultat des courses, pas 5 francs. Il dira en plus que nous avons les hommes. On dira à Paris, on ne veut pas Barkhane, on veut pas, non, ils n'ont pas le niveau. Donnez les moyens. Je vous ai dit, ils ont levé 14 milliards d'euros, l'équivalent à peu près du dollar. Si on se dit qu'un dollar vaut 1 euro, en gros, on est dans un débat. 14 milliards d'euros et 14 milliards de dollars. Ils l'ont levé à M. Zelensky. Et alors, ici. Donc vous voyez, madame, nous disons à ces pays du G5, si vous voulez continuer d'amuser la galerie, eh bien ce sommet aura lieu pourquoi? Je donne rapidement 3 exemples. Bamako et Paris se disent plus bonjour. C'est Paris qui, au sein de la CEDEAO, a créé un nouvel espace. Je vous ai dit, Paris veut contrôler 4,8 millions de kilomètres carrés. Vous savez ce qu'en termes de valeur, il y a dans le sous-sol de 4,8 millions de kilomètres carrés de ces territoires? Donc, au sein de la CEDEAO, Paris crée un nouvel espace géopolitique qu'il contrôle, une nouvelle instance politique et parade. Monsieur Macron parade parce qu'il veut se donner une envergure internationale. Il a quel moyen même politique? Il a quel moyen militaire, diplomatique pour parler en Afrique et vouloir être le patron de 4,8 millions de kilomètres carrés? Nous disons à nos amis de la CEDEAO, si vous continuez à faire ce cirque-là, vraiment, nous on avait dit, madame, que ces débats, on ne les fait plus. On les fait aujourd'hui parce qu'il faut bien les faire. C'est une instance de pacotille, elle n'a plus de raison d'être. Tu as un allié militaire comme la Russie. Parlons-en un peu du Mali. Un allié militaire solide, coriace, comme la Russie. Tu es en train de rééquiper tes troupes. Chaque jour, ils se réinstallent sur le territoire. Mais qu'est-ce qu'il te manque? Mais fais une alliance directe, claire, avec des partenaires qui ont la même vision que toi, la même philosophie que toi, et tu vas à la lutte de ces bandits de grand chemin qu'on appelle terroristes. Et qu'est-ce que vous êtes à attendre d'un sommet? Rêvons un instant. Monsieur Goïta sera nommé président du G5 Sahel. Et alors? Ça ajoutera quoi au Mali? Ça ajoutera quoi à sa politique? Ça empêchera Paris de demander à la CEDEAO et à la Banque mondiale. Je viens de voir une dépêche. La Banque mondiale explique qu'elle risque de cesser ses décaissements au Mali parce que le Mali ne respecte plus ses conditions de paiement. C'est Paris, la Banque mondiale. Donc, tu as un partenaire avec qui vous êtes dans une alliance militaire, mais qui t'étrangle, qui t'égorge. Et on nous parle encore de cette histoire de pacotille. Le G5 Sahel est mort depuis. D'ailleurs, Alger rigole. Alger dit, allez faire vos réunions, je vous attends ici. Alger rigole. Donc, il faut arrêter ça, madame. C'est les singeries africaines. C'est une merde, cette histoire. Le général Mahamat Idriss Déby, le 19 décembre dernier, à l'occasion de la commémoration de la journée du Sahel, a déclaré, je cite, que le Sahel ne doit pas être le champ de positionnement pour les puissances aux visées tentaculaires. Fin de citation. Ces propos sont assez profonds et des propos même assez provocateurs. Quelle lecture faites-vous? Moi, je pense que ça, c'est le village à midi. C'est-à-dire que ça n'ajoute rien du tout, ce n'est qu'un discours. Vous savez, dites-moi d'où vous venez, dites-moi avec qui vous fréquentez, je vous dirai qui vous êtes. Est-ce que vous pensez sérieusement aujourd'hui que ces propos-là sont à même de pouvoir être à la hauteur des enjeux? Non, pas du tout. Je pense que ça montre aujourd'hui la faiblesse ou la faiblesse de l'Afrique, des Africains. Comme l'a dit tout à l'heure M. Tatinda, il faut quand même se rappeler à chaque fois que le combat est d'abord financier. Et l'Afrique aujourd'hui joue au petit malin tous les jours. On ne peut pas jouer au petit malin tous les jours. On peut pas jouer au petit malin tous les jours. C'est un problème d'ordre financier. Et nous n'avons pas cette capacité. On s'accroute en s'accrochant. La France ne peut rien nous apporter. La France nous garde l'argent des Africains, des pauvres Africains, dans le compte opération. Cet argent-là pouvait permettre à l'Afrique de se positionner de manière libre. Vous ne pouvez rien faire tant que vous dépendez de ces pays-là. Et ces pays-là représentent tous les autres pays. Ne seront pas dupes. On ne peut pas continuer à nous prendre pour des zinzins. On n'en attend rien, comme dit M. Même si vous donnez la présidence, vous pouvez imaginer quand même 5 millions de kilomètres carrés, mais c'est les hommes et c'est les moyens. Vous savez très bien qu'en Afrique, nous sommes incapables de cotiser pour nous-mêmes à l'Union africaine.
Est-ce que vous pensez normal qu'un tel projet, l'Union africaine ne puisse pas être omniprésente? Vous vous attendez à quoi? Nous sommes incapables. Nous avons monté nos limites. Nous avons décidé d'être soumis jusqu'à la mort. À ce rythme, rien ne se passera. Rien ne peut se passer. On demande des moyens financiers pour pouvoir mettre des hommes. Parce que cette guerre-là, la France, l'Occident, les Européens ne peuvent pas la mener mieux que les Africains. Les Africains n'ont besoin que d'une chose, les moyens financiers. Les moyens, vous les avez où? Vous avez les mains liées à Washington, Bretton Woods, Banque mondiale. Je vous dis, madame, c'est curieux. Moi, je ne sais même plus quoi dire, parce qu'en réalité, on ne peut rien faire tant que nous restons là et nous construisons avec le même jeu. C'est les mêmes choses qui datent depuis 60 ans. Les réunions, les organismes qu'on crée, des gens qu'on met. On ne peut pas, c'est anormal que la France soit aussi ridicule. Pourquoi ne pas laisser les choses passer? On sait ce qui se passe. On sait que ce soit monsieur Goïta, que ce soit le général Déby, moi je ne vois pas de changement. Le changement, c'est dans les actes. Aujourd'hui, on ne voit pas comment, sans les moyens financiers, ces gens-là peuvent combattre. Et puis d'ailleurs, ceux qui arrivent, les djihadistes, les terroristes, les islamistes, qui arment ces gens? C'est simple. Hein. Pourquoi est-ce que l'Afrique ne pourrait pas dire, ok, nous aussi, nous allons mener une enquête pour savoir d'où viennent les armes de ces gens-là? Une fois qu'on les attrape, qu'est-ce qu'on fait? Toute l'information est cachée. La propagande joue un rôle dont on ne peut plus qualifier aujourd'hui. Donc pour moi, je suis désolé de dire ça. Ça ne produira rien, c'est du cinéma, c'est le village à midi. Le G5 Sahel ne peut pas, aujourd'hui, avec les moyens qu'elle a, elle ne peut rien faire. La France fait tout pour continuer à rester, alors qu'on demande que la France parte. Donc, le premier là, elle ne partira jamais tant que les Africains ne sont pas soudés, ne sont pas unis pour lutter pour la même cause. On ne dit pas que nous ne devons pas coopérer, mais nous disons ceci, nous ne pouvons pas continuer à être toujours comme les dindons de la farce. Ce n'est pas normal. On n'en attend rien. Rien ne se passera, que ce soit Gotha, que ce soit, tant que les vrais problèmes ne sont pas mis sur la table, notamment en ce qui concerne les moyens financiers. Je ne pense pas qu'il y ait une sortie plausible sur laquelle les peuples africains peuvent être. Et d'ailleurs, vous savez, moi je l'ai dit ici une fois, que les vraies guerres de demain, c'est sur les frontières. C'est les vraies guerres. C'est-à-dire que, et vous allez voir que tous les pays ont des positionnements qui sont différents les uns des autres. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les pays qui sont voisins, qui ont les mêmes frontières, devraient avoir une politique commune de défense des frontières. Mais vous allez voir que chacun va jouer le bon, il arrive à Paris, on ouvre le tapis rouge, il va se balader, on lui promet des trucs. Après, maintenant, quand on regarde après, où est la somme, où est le montant qui est tenu? Rien du tout. Non, les Africains doivent comprendre que pour nos peuples, pour l'avenir, il faut qu'on soit sérieux. Pour le moment, je pense que nous ne sommes pas sérieux. Et on voit très bien que même ceux qui veulent avoir une autonomie et une indépendance ne sont pas suivis, ne sont pas épaulés. L'Algérie nous rayonnait. Sans l'Algérie, comme dit Tachida, qu'est-ce que nous pouvons faire? L'espérance de la guerre est longue. L'espérance de la guerre, les moyens financiers même, ils les ont. C'est pour ça qu'ils sont arrivés. Parce que l'Algérie, puissance financière, par excellence, a pu à un moment donné dire au FMI, à la Banque mondiale, je ne veux plus de votre argent. Et là, il fut finalement un moment où il n'était pas endetté, il n'avait pas de dette, de rapport financier avec le FMI et la Banque mondiale. Et ça a permis que, de façon libre, elle puisse faire des choix qui permettent de garantir la sécurité de leur territoire. Pour l'instant, nous avons tellement les mains liées qu'il me semble impossible que nous sortons de cette situation. Ambazing, vous faites bien d'évoquer l'aspect économique. Luc Michel, le retard dans la tenue de ce 8e sommet du G5 Sahel aura-t-il un impact sur le plan économique dans le G5 Sahel, bien sûr? Luc Michel, vous avez la parole. Écoutez, il faut constater quelque chose, c'est que depuis que les Occidentaux se sont emparés du G5 Sahel, on assiste à ce que j'appelle moi un jeu de bonneteau géopolitique. Vous savez ce qu'est le bonneteau? C'est une escroquerie qui est pratiquée à Paris et qui vise surtout les touristes. On place un billet de banque sous 3 tasses de café et on distribue le billet et on roule les touristes. Eh bien, le bonneteau géopolitique, il est exercé par la France au dépit des Africains. J'avais parlé avec feu le maréchal Idriss Déby. Donc,
des conditions par lesquelles les Occidentaux avaient confisqué le G5 Sahel. Vous savez qu'au départ, le G5 Sahel, ça devait être dans l'esprit du maréchal du Tchad, un embryon d'armée panafricaine. L'homme qui avait empêché cela, c'était Donald Trump. Donald Trump, dont on avait dit qu'il n'avait pas de projet pour l'Afrique, c'était en fait le premier projet de géopolitique internationale qu'il avait mené devant le Conseil de sécurité. Au moment où les Africains demandaient un mandat du Conseil de sécurité pour un G5 Sahel africain, Trump avait fait refuser ce mandat à l'Afrique et l'avait fait attribuer à Paris et à Berlin. Et à ce moment-là, on avait mis sur la table la question du financement. Il fallait 470 milliards par an pour financer le G5 Sahel. Les Africains pensaient que les Européens allaient l'apporter et ils ont découvert que la France et l'Allemagne apportaient seulement 70 milliards de dollars et pas seulement d'une fois, mais sur 4 années. Le reste, il devait être attribué à des acteurs extérieurs et Trump avait amené les Saoudiens dans l'affaire, c'est-à-dire les parrains du djihadisme sahélien à l'époque. Ces Saoudiens, ils avaient proposé d'apporter 100 milliards de dollars. Cet argent n'a jamais été versé au G5 Sahel. Il a été bloqué sur des comptes. C'était la deuxième opération de cette escroquerie de géopolitique internationale, ce bonneteau occidental et français. Et depuis, évidemment, on a conduit les Français d'escroquerie en escroquerie. Et puis les Russes sont arrivés, ils ont apporté des moyens, ils ont apporté leurs firmes paramilitaires, ils ont apporté leurs moyens de renseignement, les satellites, ils ont apporté des hélicoptères de combat, et on est arrivé au dernier stade de l'escroquerie. À partir du moment où il y a cette histoire des fausses communes, et les Français nous disent, nous avons des images satellites qui prouvent que ce sont les FAMA, avec le fameux fantôme du groupe Wagner, qui sont en train d'enterrer des cadavres africains pour faire croire à des fosses communes enterrées par les Français. Et en fait, ces FAMA qui sont en train de déterrer les victimes françaises des charniers français, on dit que c'est eux qui constituent ces charniers. Il faut arrêter avec cette escroquerie. Nous vivons dans un 1984 gigantesque. Les Français n'ont plus aucune crédibilité. Mais pourtant, les médias français, il y avait tout à l'heure des émissions en direct sur toutes les chaînes de télévision françaises. On nous dresse un grand théâtre médiatique pour faire croire à la probité des Français. Il faut arrêter avec tout cela. Il faut arrêter avec ce bonneteau géopolitique et revenir à la réalité, à la vérité de l'information. Monsieur Luc Michel pour cette intervention. Alors très rapidement, cher monsieur, on va sortir de ce sujet d'accueil. Yann Timba. Alors, est-ce qu'on peut dire que la France a sommé le Tchad de ne pas passer la main au Mali? Peut-on dire cela? Je pense qu'il y a deux choses il y a deux interrogations auxquelles il faut répondre et on saura si cela a été fait ou pas. La première, c'est qu'est-ce qu'on observe avec la création du G5 Sahel? D'abord, on observe que ça divise davantage l'Afrique. Et c'est une stratégie, c'est un mode opératoire connu depuis le temps de la colonisation. Diviser pour mieux régner. Pour quelle raison? Vous divisez, mais il y a déjà la CEDEAO. Pourquoi vous allez créer le G5 Sahel? Vous avez la CEDEAO qui est là. Là, c'est très facile. Vous constituez ce qui a constitué avec la CEDEAO et on règle le problème. Deuxième chose, vous dispersez donc les énergies, vous dispersez les ressources, vous perdez du temps à tout le monde.
Et en le faisant, vous êtes dans la stratégie, la ligne stratégique du capitalisme occidental, qui est que le reste du monde ne doit jamais se regrouper pour être fort. Tout simplement. Les autres sont graves et sérieux. Ils ne sont pas dans le jeu qui est simplement intellectuel, de dire oui, bon, on va faire le G5. Non. Ils sont dans des objectifs extrêmement graves, extrêmement importants qu'ils poursuivent. Donc, à partir de là, vous voyez bien qu'en réalité, c'était une stratégie de division, le G5 Sahel. La deuxième chose, et ils ont même réussi à faire croire au président Déby que ça aurait pu être une force africaine et panafricaine en attente. Non, mais il y avait déjà la force, la force multinationale africaine qui se constitue, dont le siège est ici à Douala au Cameroun. Donc, c'était pas ça le fond du problème. En réalité, les gens, ils voulaient diviser. Et en divisant, ils réglaient un problème de fond. C'est que la situation à laquelle étaient confrontés les Africains les amenait de plus en plus à s'écouter et à s'entendre. Vous vous souvenez que dans les années 2012, 2013, 2014, 2015, mais c'est pendant cette période que le Cameroun, le Tchad, le Nigeria se sont mis à discuter sérieusement, à cause justement de Boko Haram. Mais, et la force multinationale en attente est née de quoi? Elle naît justement du désir d'unir les forces pour pouvoir s'attaquer à ce problème-là. L'autre chose, c'est que vous posez quand même la question de savoir, c'est pourquoi la France tient tant à contrôler 5 millions de kilomètres carrés du Sahel et du désert. Ce n'est pas un hasard. Il faut qu'on replonge dans l'histoire. Cette zone, la France a voulu en faire l'OCRS, l'Office commune des régions sahéro-sahariennes, à la fin des années 50. Alors, ça a été pensé par un type qui a sémé la désolation au Cameroun, qui s'appelle Roland Pré. C'est lui qui a pensé ce truc-là. C'est à lui qu'on avait confié le projet. Donc, l'OCRS n'a pas marché à cause de, comme par hasard, à cause du Mali. Parce que Modibo Keïta avait dit, wow les gars, attendez un peu. Vous voulez faire quoi? L'OCRS, c'était 8 millions de kilomètres carrés. 8 millions. C'est-à-dire, vous avez un petit pays qui a à peine 500 000 kilomètres carrés, mais qui veut contrôler 8 millions, c'est-à-dire le tiers de l'Afrique, via une affaire qui serait simplement un département. Parce qu'en fait, l'OCRS était censé être créé, ensuite constituer un département français, qui couvrirait le Sahel et le Sahara. Donc, les autres, ils n'ont pas la mémoire courte. Quand ils font tout ça, laissez le bavardage qu'ils font devant là. Ouais, on va lutter contre le terrorisme. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est le bavardage. Ça, c'est pour que les enfants suivent, on écrive les livres d'histoire. C'est pas ça le problème. Le problème de fond, c'est que vous contrôlez le Sahel, vous éclatez les forces qui sont en présence, les forces politiques qui constituent le Sahel et qui veulent construire le Sahel, dont les États du Sahel. Vous empêchez que ces gens-là s'entendent et ensuite vous contrôlez, vous reconstituez, vous réussissez enfin un projet que vous avez depuis longtemps et dont les éléments essentiels sont quoi, Madame Capen? Sont que vous avez la plus grande réserve d'eau potable dans le monde, sous le désert du Sahara. C'est que vous avez la plus grande réserve d'hydrogène liquide, 98% dans le monde, c'est sous le Mali là, Mali-Algérie. C'est que vous avez ce qui va être, mais attendez, vous aurez les informations bientôt, l'une des plus grandes réserves d'hydrocarbures dans le monde. Cette zone-là, qui va de la Mauritanie au Tchad. Vous croyez que Boko Haram, c'est par hasard? Pas du tout, ils ont cassé la Libye. Pourquoi? C'est parce que cette région-là, il faut qu'ils la contrôlent. Parce que vous avez dans cette zone-là, l'une des plus grandes réserves de tous des matières comme la cassitérite, des choses extrêmement rares qui servent aux industries nouvelles aujourd'hui. Voilà ce qui se cache derrière le G5 Sahel. Le bavardage sur le terrorisme, il faut l'oublier. Pensez pas à ça. Et permettez que je chute peut-être par un élément, c'est que au bout du compte, lorsque vous regardez bien la carte de l'Afrique, vous comprenez très bien qu'en réalité, on aurait pu régler ce problème par la CEDEAO. La CEDEAO qui se constitue comme les États-Unis de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi on casse la CEDEAO? Mais si vous constituez la CEDEAO comme les États-Unis de l'Afrique de l'Ouest, vous pouvez justement à ce moment constituer une armée de 100 000, 200 000 hommes, 300 000 hommes, même 1 million d'hommes, parce que la CEDEAO c'est 500 millions de personnes. Vous pouvez constituer donc une armée d'1 million d'hommes pour aller contrôler tout ça. Et vous mutualisez quelque chose dont on ne parle pas beaucoup en Afrique. Vous mutualisez les capacités scientifiques et techniques des Africains. Mais le Ghana produit des voitures. Le Nigeria en produit des hélicoptères. Les gens ont des chantiers navals. Madame, quand vous avez un chantier naval chez vous, vous avez la capacité de construire des navires de guerre. Vous avez la capacité de construire des chars de guerre. Bon, alors les gens ont tout ça. Et vous croyez que pourquoi ils mettent le G5 Sahel en place? On casse la dynamique qui pourrait permettre que
on puisse mettre tout ça en commun et créer donc à la fois les États, dont les institutions, mais également disposer des capacités financières techniques qui peuvent être. Et le dernier élément, c'est qu'en constituant la CEDEAO comme État, les États-Unis de l'Afrique de l'Ouest ou les États-Unis d'Afrique encore mieux, et que vous faites acheter les matières premières en votre monnaie, l'Afrique c'est 33% des matières premières dans le monde. C'est 30 milliards de tonnes de matières premières sur les 90 milliards vendus en 2020 dans le monde. Donc vous prenez ça et les gens vous payent dans votre monnaie. Vous passez donc de 3,4% du PIB mondial à pratiquement 25-30. Qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de financer? Donc les gens vous racontent des histoires. On va dire, selon Yann Timba, le G5 Sahel est une stratégie de division des États africains. Mais c'est une évidence. Parce que à partir du moment où la CEDEAO existe, qu'elle vient faire le G5 Sahel, puis il faut quand même dire quelque chose qui est très important. Que représentent les 5 pays en Afrique au plan économique? Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Tchad représentent quoi en termes de croissance économique, de création de richesses? Quasiment rien. Donc du coup, le projet en lui-même est mort-né parce que ces gens ne peuvent pas disposer des moyens capables de pouvoir faire face. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens veulent d'abord, c'est que, est-ce que les gens sont allés à l'école, est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a des décès? Tant qu'on n'arrive même pas encore à faire face à cela, pensez-vous que ces pays-là puissent avoir suffisamment d'argent pour pouvoir faire face? Non, il fallait plutôt que, au lieu de les diviser, qu'on les permette que ces pays s'unissent dans un espace beaucoup plus large. Moi, je pense que les faiblesses ou le très peu de dynamisme des économies de ces pays les amène à accepter tout ce qui est dit. Parce qu'en réalité, que valent ces 4 ou 5 pays en Afrique, que ce soit de l'autre côté, que ce soit en Afrique centrale? Quasiment rien. Donc, ces pays, aujourd'hui, ne peuvent pas avoir cette capacité à se surpasser pour tendre vers quelque chose de meilleur. Je ne sais pas. Le G5 Sahel ne sert à rien. Quand je ne sais rien, vous-même dites-moi vers quel bout cette association de ces pays peut commencer pour dire qu'elle va faire face au terrorisme, à l'islamisme, aux djihadistes. Elle n'a pas de moyens. C'est dans le cadre d'une mutualisation des efforts des finances des autres pays qui sont plus forts. Parce que si nous disons que nous sommes tous concernés, voilà pourquoi je disais tout à l'heure que moi j'ai pensé à un moment donné qu'avec malheureusement la mort d'Idriss Déby, il y avait déjà quelque chose qui apparaissait comme une volonté de mettre en place une force africaine. Vous ne pouvez pas continuer à compter sur les gens qui sont là que pour venir exploiter. Pire encore, quel est le lien entre le sous-sol, ces richesses des 30% des matières premières et le devant de ces pays-là? Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de rapport. C'est du jour et la nuit. Vous ne pouvez pas avoir autant de richesses, mais sans être capable d'avoir une puissance financière qui peut vous permettre de vivre normalement. Ces gens savent que sans cette partie de l'Afrique, c'est quasiment une grosse partie des matières premières qui leur permettent justement de mettre en place leur politique de développement qui sera mise à nu. Donc pour moi, je ne sais pas comment est-ce que l'on peut faire, et je vous dis encore que l'Union africaine est quasi absente, la CEDEAO quasi absente. Alors quand vous êtes avec des structures comme ça, qui ne peuvent pas représenter leur peuple, madame, vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Si les présidents de ces pays-là, ou de toute l'Afrique, ne sont incapables d'être présents, pourquoi l'Union africaine laisse l'Europe, l'Union européenne, la France, venir faire tout ce théâtre et qu'ils ne disent rien? Ils sont de connivence et ils sont d'accord que ça se passe comme ça. Donc ne rêvons pas. Si nous ne pouvons pas franchir le pas et être plus responsables, parce que nous devons travailler pour nos peuples, je pense que le combat est perdu d'avance. Bertrand Tatinda, en quelques mots, très rapidement, nous terminons ce sujet d'accueil. Peut-on dire que la France a sommé le général Mahamat de ne pas passer la main au Mali? Mais la France ira plus loin. La France a sabordé cette histoire. Elle n'a pas la même définition que vous du G5 Sahel. Je vous lis la définition de la France du G5 Sahel. Parce que mon frère Timba vient de donner du conseil. C'est gratuit, lui il le donne gratuitement. Comment on paye ça? On va plus, nous on parle plus du G5 Sahel, madame. Il vient de donner du conseil.
Voilà la définition de la France. Le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination créé par 5 États de la région. Donc la France estime qu'elle n'est pas dans le G5 Sahel. C'est un cadre institutionnel de coordination. Je vous donne les missions du G5 Sahel. Il a pour but de coordonner et inciter à des politiques de développement et de sécurité dans la région. C'est vous qui me dites qu'il faut lutter contre le terrorisme dans le G5 Sahel. Voilà le G5 Sahel. Vous devez inciter les politiques de développement et de sécurité dans la région. C'est la même définition du G5 Sahel qu'a le général Marmat. C'est la même qu'a M. Goïta. Mais nous devenons la farce du monde. Les Africains devraient avoir honte. Nos singeries ne font plus rire personne. Même quand on a des partenaires comme la Russie, ils doivent venir trouver des pays sérieux, des armées organisées, des gens patriotes. On ne va pas venir trouver des gens qui s'amusent. La CEDEAO, madame, c'est 700 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Le Nigeria, à lui seul, c'est 450 milliards de dollars. Le Maroc vient d'intégrer la CEDEAO. Le Maroc, c'est dans les 120 milliards de dollars. Vous ne pouvez pas lever 20 milliards sur le marché? Mais vous avez un problème. Vous comptez sur Paris. Les réunions sont à Paris. Quand ce n'est pas Paris, c'est à Bruxelles. Quand ce n'est pas à Bruxelles, c'est à Paris. On vous reçoit, on bavarde, on fait des promesses. Il était question que chaque État puisse donner 20 millions d'euros. Côte part. 5 États, 100 millions d'euros. L'Arabie Saoudite, comme l'a dit mon grand frère Luc Michel, a donné 100 millions d'euros. Théoriquement, devrait déjà y avoir 200 millions d'euros. Les experts avaient estimé pour lancer l'opération 500 millions d'euros. Mais il manquait 300 millions d'euros. Même les Dangote, les Papa Kadji, ce patronat patriote africain, on aurait dit vraiment, chers patriotes, il y a 300 millions d'euros. Ils auraient trouvé les difficultés à lever 300 millions d'euros. Nous ne veut plus nous inscrire dans ce genre de singerie. Commenter ces histoires devient un problème. Je vous donne la définition du G5 Sahel. Enfin, madame, monsieur Timba parle de 5 millions de kilomètres carrés. Comment vous faites un G5 Sahel, vous n'intégrez pas une instance comme le Nigeria? Vous avez la CEDEAO. Cette CEDEAO même est née sous de mauvais auspices. La France perd la guerre du Biafra, mais elle est intéressée par le vaste marché du Nigeria. Vous savez ce qu'elle fait? Elle part voir, et il y a des père, ancien cuistot dans l'armée française. Elle lui demande d'aller signer un accord de coopération économique avec Yakubu Gowon, qui lui vient de gagner sa guerre de libération et vient de mettre fin à une campagne terroriste organisée par la France dans la région du Biafra. C'est comme ça qu'ils mettent les jalons et en 1975, les accords de Kano font naître cette histoire de CEDEAO. Par un seul instant, à l'intérieur, on y met un volet défense de l'espace. Qu'est-ce qu'on construit quand il n'y a même pas de politique de défense de l'espace? Il a fallu attendre le général Babangida au début des années 93 pour mettre les Comores et dire sur lui, je suis quand même le grand Nigérien de cette histoire. Il faut régler le problème du Libéria. Et cette histoire de problème Libéria va vampiriser la CEDEAO. C'est la crise au Libéria qui va créer la crise en Sierra Leone, qui va interférer de façon négative dans la crise ivoirienne, qui va envenimer la CEDEAO. Où ont été les véritables réponses? Donc vraiment, ça devient un cirque. Il faut que le Mali sorte de cette histoire rapidement, nous disons, parce que c'est une distraction pour les autorités de Bamako. En ce moment, ils ont affaire au Fonds monétaire international. Hein. Chaque mois, M. Goïta doit faire une quadruple réflexion pour payer ses militaires et payer ses fonctionnaires. Il est en train de mettre un accord militaire qui marche. Le peuple malien est derrière lui. Il est en train de voir dans quelle mesure libérer son pays. Il a de potentiels alliés. Je chute. Mais nous aussi dans la CEMAC, on ne voit pas les officiels maliens. Je l'ai toujours dit, Une visite de courtoisie de M. Diop. Ici dans la CEMAC, vous savez dans la CEMAC, c'est des gens qui ont 40 ans de pouvoir. Ça gêne certains, c'est leur problème. Donc ils ont un peu d'expérience. Ils ont vécu tous les coups d'État, ils ont vécu tous les campagnes de déstabilisation, ils ont tous eu des mouvements sécessionnistes, ce que vit la CEDEAO là, tous l'ont vécu ici. Donc ils ont un peu d'expérience dans ces choses-là. Donc, on aimerait voir le ministre des Affaires étrangères du Mali, le ministre de la Défense du Mali, venir ici avec l'état-major de la force multinationale MUS, entrer dans un véritable cadre de concertation. Sans Paris. On ne va pas accepter que Paris soit.
Eh bien, excusez-moi de dire aussi, on a un partenaire, le Tchad. On se pose des questions sur la posture. On s'y pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Donc voilà, madame, ce que nous pouvons dire là-dessus. Donc si un espace comme la CEDEAO, qui pèse 650 milliards de dollars, qui est la 20e économie du monde, ne peut pas sur les marchés lever 1 milliard de dollars pour financer, comment je vais dire, une force de lutte contre le djihadisme de ses propres enfants, eh bien qu'elle n'existe plus. Ça vaut, on l'a dit ici. C'est une instance de pacotille qui n'amuse pas la galerie. Eh bien, nous commençons à devenir la risée du monde. Même en Amérique latine, il n'y a plus ça. En Amérique latine, ils mettent les moyens, ils vont attaquer. Regardez les pays d'Amérique latine, comment ils se battent. Même Washington ne piétine pas la queue des pays d'Amérique latine n'importe comment. Donc, c'est nous qui voulons continuer à faire ces singeries. Eh bien, attendez, madame, le jour qu'ils passeront dans la main, que M. Mahama Déby dira, M. Goïta, je vous passe la main, il y aura quoi de plus? Rien du tout. Luc Michel, en quelques mots, peut-on dire que la France a sommé le Tchad, le général Mahama Idriss Déby, de ne pas passer la main au Mali? Écoutez, moi je n'ai pas d'éléments qui permettent de dire ça, mais il est bien certain que l'intérêt de la France, c'est d'obtenir un enlisement. À partir du moment où le G5 Sahel n'est plus totalement contrôlable, et d'autant plus que les Français sont confrontés au plan américain. L'agenda américain, c'est pas du tout l'agenda de Paris. C'est l'américanisation de la guerre du Sahel et l'otanisation. Les Américains ont tiré les leçons du livre de Marc-Antoine Pérouse de Monclos, Une guerre perdue de la France, le Sahel, et ils veulent enlever la guerre du Sahel des mains des Français pour l'américaniser. À partir de ce moment-là, la France, d'une part, elle doit utiliser toutes les possibilités de rester au Sahel, c'est-à-dire de parasiter les plans américains d'américanisation, et d'autre part, elle doit parasiter l'enlisement du G5 Sahel. C'est cela la constatation. Le reste, ce sont des conjonctures.